Je m'appelle Jean-Pierre Dupont. J'ai 45 ans et je suis propriétaire d'une petite cave à vin à Bordeaux. Ma vie était tout à fait ordinaire jusqu'à récemment. J'ai épousé Sophie Lemaire lorsque nous avions tous les deux 25 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, où nous étudions l'énologie. Sophie a toujours été une femme brillante et ambitieuse, c'est ce qui m'a attiré chez elle. Mon meilleur ami, Henri Bertrand, était témoin à notre mariage. Henri et moi étions amis depuis l'enfance, nous avons grandi ensemble dans une petite ville près de Bordeaux. Il travaille comme conseiller financier et voyage souvent pour son travail. Henri a toujours été l'âme de la fête, charmant et sûr de lui. Notre vie avec Sophie semblait parfaite. Nous avons ouvert une cave à vin qui est progressivement devenue une entreprise prospère. Nous n'avions pas d'enfants, nous étions tous les deux concentrés sur nos carrières et avions décidé de remettre cette question à plus tard. Sophie travaillait comme sommelière dans un restaurant prestigieux, et je m'occupais de la boutique. Henri passait souvent nous voir, nous passions les week-ends et les vacances ensemble. Je n'ai jamais soupçonné que derrière cette façade de vie heureuse se cachait une trahison qui a duré cette longues années. Maintenant, en y repensant, je vois les signes que j'aurais dû remarquer plus tôt. Mais l'amour et la confiance m'ont aveuglé, m'empêchant de voir la vérité. Les premières années de notre mariage ont été remplies de bonheur et d'espoir pour l'avenir. Sophie et moi étions jeunes, pleins d'énergie et d'ambition. Notre cave à vin venait d'ouvrir, et nous y investissions toute notre énergie et notre temps. Ce n'était pas facile, de longues heures de travail, des difficultés financières, mais nous y faisions face ensemble. Sophie était une partenaire formidable, intelligente, travailleuse, elle me soutenait toujours dans les moments difficiles. Son travail de sommelière complétait notre entreprise, elle apportait de nouvelles idées, nous parlait des nouvelles tendances dans le monde du vin. Nous organisions souvent des dégustations pour les clients, et Sophie brillait lors de ces événements. Henri était un visiteur fréquent chez nous. Il nous aidait pour les questions financières, nous donnait des conseils pour développer l'entreprise. J'étais reconnaissant au destin d'avoir une telle épouse et un tel ami. Nous passions souvent nos soirées tous les trois, à préparer le dîner, à discuter des nouvelles, à faire des projets d'avenir. Henri savait toujours nous faire rire en racontant des histoires amusantes de ses voyages d'affaires. 3 ans après notre mariage, notre entreprise a commencé à générer des revenus stables. Sophie et moi avons décidé d'acheter une petite maison en périphérie de Bordeaux. C'était une étape importante pour nous, notre propre maison, un joli jardin, un endroit où nous pourrions élever des enfants à l'avenir. Henri nous a aidés avec les formalités du prêt immobilier et a même organisé une petite fête pour notre pendaison de crémaillère. Je me souviens comme nous étions assis dans notre nouveau jardin par une chaude soirée d'été. Sophie, Henri et moi buvions du vin, rions et rêvions de l'avenir. Sophie parlait de son envie d'ouvrir son propre bar à vin. Henri proposait des idées pour développer l'entreprise. Et moi, je profitais simplement du moment, me sentant l'homme le plus heureux du monde. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer que cette idylle n'était qu'une illusion, derrière laquelle se cachait une amère vérité. Je ne remarquais pas les petits détails, comment Sophie et Henri échangeaient parfois des regards, comment leur conversation devenait plus animée quand je m'absentais. J'attribuais tout cela à une forte amitié entre eux, heureux que ma meilleure amie et mon épouse s'entendent si bien. Notre vie semblait bien établie et prévisible. Le travail, la maison, de rares week-ends et vacances. Sophie et moi discutions de la possibilité d'avoir un enfant, mais nous trouvions toujours des raisons de reporter cette question, tantôt l'entreprise demandait de l'attention, tantôt Sophie recevait une proposition de travail intéressante. Maintenant, je comprends que c'était le premier signal d'alarme, le refus de Sophie de fonder une vraie famille. Le temps passait, et peu à peu, des changements à peine perceptibles ont commencé à apparaître dans notre vie. Sophie commençait à rester plus tard au travail, expliquant cela par de nouvelles responsabilités au restaurant. Elle parlait de dégustation, de rencontres avec des fournisseurs, d'événements d'entreprise. Je ne voyais aucune raison de ne pas la croire, le travail de sommelier implique effectivement des horaires irréguliers. Henri aussi commençait à venir nous voir moins souvent. Il expliquait cela par l'augmentation du nombre de ses déplacements professionnels et de nouveaux clients qui demandaient beaucoup d'attention. Quand nous nous réunissions enfin, l'atmosphère semblait un peu tendue. J'attribuais cela à la fatigue, nous travaillions tous beaucoup. Un soir, en examinant nos dépenses communes, j'ai remarqué une étrange régularité. Sophie avait commencé à utiliser plus fréquemment notre carte de crédit commune dans des restaurants et des hôtels chers. Quand je lui ai posé la question, elle a expliqué que c'était lié au travail, des rencontres avec des clients importants, des festivals de vin.
Ses explications semblaient logiques, mais quelque chose dans sa voix m'a fait tiquer. J'ai commencé à remarquer d'autres petits détails. Sophie accordait plus d'attention à son apparence, de nouveaux vêtements, des visites dans des salons de beauté, des cosmétiques coûteux. Elle expliquait cela par la nécessité de correspondre à l'image d'un sommelier réussi. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre derrière tout cela. Nos relations avec Sophie ont également changé. Nous parlions moins, passions moins de temps ensemble. Notre vie intime était devenue plus rare et quelque peu mécanique. Sophie disait souvent qu'elle était fatiguée ou qu'elle ne se sentait pas bien. J'essayais de lui en parler, mais elle trouvait toujours des excuses, le stress au travail, le manque de sommeil, des problèmes de santé. Un soir, alors que Sophie était encore une fois en retard au travail, j'ai décidé de préparer le dîner et de lui faire une surprise. J'ai appelé le restaurant où elle travaillait pour savoir quand elle serait libre. À ma surprise, on m'a dit que Sophie était partie il y a plusieurs heures. Quand je lui ai posé la question plus tard, elle a expliqué qu'elle avait rencontré un fournisseur ailleurs. Son explication semblait plausible, mais le ver du doute avait déjà commencé à me ronger de l'intérieur. J'ai commencé à appeler Henri plus souvent, essayant de trouver son soutien et ses conseils. Mais lui aussi était devenu distant, nos conversations étaient devenues plus courtes et plus formelles. Quand j'essayais de lui faire part de mes doutes concernant Sophie, il changeait toujours de sujet ou disait que j'étais trop méfiant. Un jour, en rangeant des affaires dans l'armoire, je suis tombé sur une boîte inconnue. À l'intérieur se trouvait de la belle lingerie que je n'avais jamais vue sur Sophie. Quand je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle l'avait achetée il y a longtemps et avait simplement oublié de la porter. Mais la lingerie semblait neuve, et j'ai remarqué une date récente sur l'étiquette de prix. Tous ces petits détails, chacun insignifiant en soi, formaient un tableau inquiétant. J'ai commencé à analyser le passé, à me souvenir de détails auxquels je n'avais pas prêté attention auparavant. Comment Sophie et Henri échangeaient parfois des regards quand ils pensaient que je ne les voyais pas. Comment ils pouvaient parler pendant des heures de choses que je ne comprenais pas, comme s'ils oubliaient ma présence. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Que j'étais simplement fatigué, que notre mariage traversait une crise ordinaire. Mais plus j'y pensais, plus mes soupçons grandissaient. J'ai commencé à surveiller Sophie, à vérifier son téléphone quand elle le laissait sans surveillance. Je me détestais pour cela, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de la vérité, aussi amère soit-elle. Le moment de vérité est arrivé soudainement, bien que maintenant je comprenne qu'il était inévitable. C'est arrivé un vendredi soir, quand Sophie m'a dit qu'elle partait pour un festival de vin dans une ville voisine pour tout le week-end. J'ai décidé de profiter de ce temps pour éclaircir mes soupçons une fois pour toutes. Samedi matin, j'ai appelé les organisateurs du festival sous prétexte de préciser les détails de la participation future de notre magasin à l'événement. À mon horreur, on m'a informé qu'aucun festival n'avait lieu ce week-end-là. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ne sachant que faire ensuite, j'ai décidé d'appeler Henri. Peut-être savait-il où Sophie se trouvait réellement. Mais le téléphone d'Henri était éteint. C'était étrange, il restait toujours joignable à cause de son travail. J'ai appelé son bureau, et on m'a dit qu'il avait pris un congé pour ces jours-là. Le cœur battant la chamade, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la maison de campagne d'Henri. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je sentais que je devais voir tout de mes propres yeux. En approchant de la maison d'Henri, j'ai vu deux voitures dans l'allée, la sienne et celle de Sophie. À ce moment-là, tous mes pires soupçons ont été confirmés. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue et je suis resté assis dans la voiture pendant un moment, essayant de rassembler mes pensées. Finalement, rassemblant tout mon courage, je me suis approché de la maison et j'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu, bien que j'entende des voix étouffées à l'intérieur. J'ai commencé à frapper plus fort, en criant les noms de Sophie et Henri. Après quelques minutes angoissantes, la porte s'est ouverte. Devant moi se tenait Henri, pâle et déconcerté. Derrière lui, j'ai vu Sophie, elle avait l'air effrayée et coupable. Aucun de nous n'a prononcé un mot pendant quelques secondes qui semblaient une éternité. Finalement, Sophie a rompu le silence, « Jean-Pierre, nous pouvons tout expliquer. » Mais je ne voulais pas entendre d'explication. Des années de mensonges et de trahison se sont abattues sur moi en un instant. Je me suis retourné et je suis parti, ignorant leurs cris et leurs demandes de m'arrêter. Les jours suivants se sont passés comme dans un brouillard. Je ne répondais ni aux appels de Sophie, ni à ceux d'Henri. J'ai fermé le magasin, disant aux employés que je ne me sentais pas bien.
J'ai passé la plupart du temps à la maison, essayant de comprendre ce qui s'était passé et de décider quoi faire ensuite. Le troisième jour, Sophie est rentrée à la maison. Elle avait l'air épuisée et repentante. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, et elle a commencé à parler. Elle a avoué que leur liaison avec Henri avait commencé il y a 7 ans, peu après que nous ayons acheté la maison. Cela avait commencé comme une aventure occasionnelle, mais s'était transformé en quelque chose de plus. Sophie pleurait, disant qu'elle nous aimait tous les deux, qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Elle parlait de sa confusion, de comment elle avait essayé de mettre fin à sa relation avec Henri, mais n'avait pas pu. Elle implorait mon pardon, disait qu'elle voulait sauver notre famille. Je l'écoutais en silence, sentant chaque mot briser mon cœur en morceaux encore plus petits. Quand elle a fini, j'ai simplement dit « Je veux que tu partes ». Immédiatement. Sophie a essayé de dire quelque chose, mais j'étais inflexible. Elle a rassemblé quelques affaires et est partie en sanglotant. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je pensais à notre vie, aux années passées ensemble. Comment avait-il pu arriver que les deux personnes les plus proches de moi m'aient trahi si cruellement? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Ces questions me tourmentaient, ne me laissant aucun répit. Après la découverte de l'infidélité, ma vie s'est transformée en chaos. Je me sentais vidé, trahi et complètement perdu. Les premières semaines sont passées comme dans un brouillard, j'accomplissais mécaniquement les tâches quotidiennes, mais à l'intérieur, je ne ressentais que du vide et de la douleur. Sophie a essayé de me contacter de nombreuses fois. Elle laissait des messages vocaux, écrivait des lettres, venait même au magasin. Chaque fois, j'ignorais ses tentatives de dialogue. Je n'étais pas prêt à écouter ses justifications ou ses explications. Chaque fois que je voyais son nom sur l'écran du téléphone, une vague de colère et de douleur me submergeait avec une nouvelle force. Henri a également essayé de me contacter. Ses messages étaient pleins d'excuses et de demandes de pardon. Il écrivait à quel point il regrettait son acte, combien il appréciait notre amitié. Mais pour moi, cette amitié était morte au moment où je l'avais vu avec Sophie dans sa maison. J'ai bloqué son numéro et supprimé tous ses contacts. Un mois après ce jour fatidique, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai contacté un avocat et j'ai entamé la procédure de divorce. Quand Sophie a reçu les documents, elle a de nouveau essayé de me parler. Elle suppliait de donner une autre chance à notre mariage, parlait de thérapie familiale, disait que nous pouvions tout réparer. Mais j'étais inflexible. 7 ans de mensonges et de trahison ne pouvaient être réparés par aucun mot ou promesse. La procédure de divorce s'est avérée douloureuse et épuisante. Sophie et moi avions construit non seulement une famille, mais aussi une entreprise ensemble. Le partage des biens s'est transformé en une bataille juridique complexe. J'insistais pour garder le magasin pour moi, c'était mon bébé, ma passion. Sophie, à ma surprise, n'a pas trop résisté à cela. Peut-être qu'elle se sentait coupable et essayait de cette façon de réparer ses torts. Nos amis communs se sont retrouvés dans une situation difficile. Beaucoup d'entre nous connaissaient tous les deux depuis de nombreuses années, et maintenant ils devaient choisir un camp. Certains essayaient de rester neutres, d'autres condamnaient ouvertement Sophie et Henri. Il y avait aussi ceux qui essayaient de me convaincre de pardonner l'infidélité et de sauver le mariage. J'ai cessé de communiquer avec ces derniers, je n'avais pas besoin de conseillers qui ne comprenaient pas la profondeur de ma douleur. Au cours du divorce, de nouveaux détails désagréables ont fait surface. Il s'est avéré que Sophie et Henri avaient planifié des vacances ensemble, dont je ne savais rien. Ils avaient des comptes bancaires communs, dont j'ignorais même l'existence. Chaque nouvelle découverte était comme un coup de couteau, me rappelant à quel point leur trahison était profonde. Malgré toutes les difficultés, j'étais déterminé à finaliser le divorce le plus rapidement possible. Je voulais commencer une nouvelle vie, laissant derrière moi un passé douloureux. Mon avocat me conseillait de ne pas me précipiter, d'examiner soigneusement tous les détails, mais j'insistais pour une résolution rapide de la situation. L'audience finale du tribunal pour le divorce a eu lieu 6 mois après que j'ai découvert l'infidélité. Sophie est venue seule, sans avocat. Elle avait l'air émaciée et vieillie. Quand le juge a prononcé la dissolution du mariage, j'ai ressenti un étrange soulagement. Comme si un lourd fardeau était tombé de mes épaules. En sortant de la salle d'audience, Sophie a essayé de me parler, mais je suis passé silencieusement devant elle. Pour moi, c'était la dernière page de notre histoire commune. De retour à la maison après le tribunal, j'ai ouvert une bouteille de vin, une de celles que Sophie et moi avions choisies ensemble pour les occasions spéciales.
J'étais assis dans la maison vide, buvant du vin et pensant aux années passées, à mes rêves et espoirs brisés. À ce moment-là, je me suis juré que je ne permettrais plus jamais à personne de me blesser aussi profondément. J'ai décidé de me concentrer sur le travail, sur le développement du magasin. C'était la seule chose qui me restait inchangée dans ce tourbillon de trahison et de mensonges. 2 ans se sont écoulés depuis le divorce. Je m'étais complètement plongé dans le travail, élargissant la gamme du magasin et établissant de nouveaux liens avec les fournisseurs. L'entreprise prospérait, mais ma vie personnelle restait en ruine. Je ne pouvais pas me forcer à faire confiance aux gens, surtout aux femmes. Toutes les tentatives de nouer de nouvelles relations se terminaient avant même d'avoir commencé, je cherchais constamment le piège, j'attendais la trahison. Un soir, alors que je fermais le magasin, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu et j'ai failli raccrocher, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était la mère de Sophie, Madame le maire. Sa voix semblait inquiète et fatiguée. « Jean-Pierre, je sais que tu ne veux rien entendre à propos de Sophie, mais, elle a besoin d'aide. Elle est gravement malade. » J'ai senti que j'avais le souffle coupé. Malgré toute la douleur et la colère que j'éprouvais envers Sophie, la nouvelle de sa maladie m'a secoué. Madame le maire a continué, on lui a diagnostiqué une forme agressive de cancer. Les médecins disent que les chances ne sont pas très bonnes. Elle a demandé de tes nouvelles, Jean-Pierre. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais, peut-être pourrais-tu lui rendre visite. Je suis resté silencieux, ne sachant que dire. Une partie de moi voulait immédiatement raccrocher, oublier cette conversation. Mais une autre partie, celle qui avait autrefois aimé Sophie plus que la vie elle-même, ressentait une douleur aiguë. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je finalement réussi à dire. Merci de m'avoir informé, Madame le maire. Après cet appel, je ne pouvais pas trouver ma place. Je faisais les 100 pas dans la maison vide, essayant de démêler mes sentiments. La colère, la douleur, la pitié, les restes d'amour, tout s'était mélangé en un nœud serré dans ma poitrine. Après plusieurs jours de réflexion douloureuse, j'ai décidé de rendre visite à Sophie à l'hôpital. Je me disais que je le faisais par compassion, que c'est ce que ferait n'importe qui. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de plus profond me poussait. En entrant dans la chambre d'hôpital, j'ai à peine reconnu Sophie. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux autrefois luxuriants s'étaient clairsemés à cause de la chimiothérapie. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Jean-Pierre, tu es venu ?» a-t-elle murmuré. Je me tenais maladroitement près de la porte, ne sachant quoi dire ou faire. Finalement, je me suis approché et me suis assis à côté de son lit. « Comment vas-tu » ai-je demandé, réalisant immédiatement l'absurdité de cette question. Sophie a faiblement souri. « J'ai connu mieux. Les médecins disent que j'ai une chance, mais ce ne sera pas facile. » Nous avons parlé de son traitement, des pronostics des médecins. Sophie m'a raconté qu'Henri lui avait rendu visite plusieurs fois, mais que leur relation était terminée depuis longtemps. C'était une erreur dès le début, a-t-elle dit en me regardant dans les yeux. Jean-Pierre, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais, je veux que tu saches à quel point je regrette ce que j'ai fait. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie. Je l'écoutais, sentant les vieilles blessures recommencer à saigner. Une partie de moi voulait lui pardonner, la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de la douleur de la trahison, ne me permettait pas de le faire. Sophie, je ne sais pas quoi dire, ai-je répondu honnêtement. Je suis content d'être venu te voir, mais, je ne peux pas simplement oublier tout ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête, des larmes coulaient sur ses joues. Je comprends. Juste, merci d'être venu. Cela signifie pour moi plus que tu ne peux l'imaginer. En quittant l'hôpital, je me sentais vidé et confus. Je ne savais pas si j'avais bien fait de rendre visite à Sophie, et je ne savais pas quoi faire ensuite. Devais-je lui pardonner face à une maladie mortelle? Ou rester fidèle à ma rancœur et à ma douleur? Ces questions me poursuivaient jour et nuit, ne me laissant aucun répit. Je sentais que j'étais à la croisée des chemins, et que chaque choix aurait des conséquences irréparables pour mon âme. La visite à l'hôpital a suscité en moi une tempête d'émotions que j'avais si soigneusement réprimée ces 2 dernières années. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Sophie, à son apparence épuisée, à la douleur et au repentir dans ses yeux. Mais avec la compassion grandissait aussi un autre sentiment, la colère. J'étais en colère contre Sophie pour avoir de nouveau fait irruption dans ma vie, même si ce n'était pas de son plein gré.
J'étais en colère contre moi-même pour avoir permis que cela se produise, pour ne pas avoir pu rester indifférent. Et par-dessus tout, j'étais en colère contre la situation dans son ensemble. Pourquoi le destin nous avait-il à nouveau confrontés ainsi, alors que je commençais enfin à me remettre de la trahison? Les semaines suivantes se sont transformées pour moi en une lutte intérieure constante. J'essayais de me concentrer sur le travail, mais mes pensées revenaient constamment à Sophie. La mère de Sophie m'appelait régulièrement pour m'informer de l'état de sa fille. Chaque fois que je voyais son numéro sur l'écran du téléphone, la panique me gagnait, et si c'était la fin? Un soir, après une journée particulièrement difficile au magasin, j'ai décidé de me promener le long des quais de la Garonne. Le fleuve m'avait toujours apaisé, m'aidant à mettre de l'ordre dans mes pensées. Je marchais le long de l'eau, observant les derniers rayons du soleil colorer le ciel de teintes roses et orangées. Soudain, j'ai réalisé que je me tenais en face du restaurant où Sophie et moi avions célébré notre 5e anniversaire de mariage. Les souvenirs ont ressurgi avec une nouvelle force, comment nous rions, faisions des projets d'avenir, sans me douter qu'elle me trompait déjà avec Henri. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas pardonner à Sophie. Pas maintenant, peut-être jamais. Sa maladie, aussi terrible soit-elle, ne pouvait pas effacer cette année de mensonges et de trahison. Je ne pouvais pas laisser la pitié et la compassion me faire oublier la douleur qu'elle m'avait infligée. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de la mère de Sophie. Madame le maire, ai-je dit quand elle a répondu, je ne peux plus faire ça. S'il vous plaît, ne m'appelez plus avec des nouvelles de Sophie. Je ne peux pas être à ses côtés. Même maintenant. Il y a eu un lourd silence à l'autre bout de la ligne. Finalement, la mère de Sophie a dit doucement, je comprends, Jean-Pierre. Je suis désolé que tout se soit passé ainsi. Après cette conversation, j'ai ressenti un étrange soulagement. Comme si j'avais enfin lâché quelque chose que je retenais depuis longtemps à l'intérieur. Je savais que beaucoup me jugeraient pour cette décision. Ils diraient que je suis insensible, qu'on ne peut pas être aussi implacable face à la mort. Mais je savais aussi que je devais être honnête avec moi-même. De retour à la maison, j'ai sorti un vieil album photo, la seule chose liée à Sophie que je n'avais pas jetée après le divorce. J'ai lentement feuilleté les pages, regardant nos visages heureux, les moments qui semblaient autrefois si importants. Puis j'ai fermé l'album et l'ai rangé dans le coin le plus reculé de l'armoire. Je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision. Peut-être qu'un jour je le regretterais. Mais pour l'instant, je sentais que c'était la seule façon pour moi d'aller de l'avant, de me préserver et de maintenir mon équilibre mental. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir. Je pensais à Sophie, à la façon dont elle luttait seule contre la maladie. Une partie de moi voulait se précipiter vers elle, la réconforter, être à ses côtés. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire sans me trahir moi-même. J'ai décidé que dès le lendemain, je commencerais un nouveau chapitre de ma vie. Une vie dans laquelle il n'y aurait de place ni pour Sophie, ni pour les souvenirs de notre passé. Ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à essayer. Pour moi-même et pour mon avenir. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai pris la décision de rayer définitivement Sophie de ma vie. 5 années remplies de travail, de nouvelles rencontres et d'une guérison progressive des blessures émotionnelles. J'ai appris la mort de Sophie par des connaissances communes. Elle est décédée 1 an après ma dernière visite à l'hôpital. Cette nouvelle n'a pas provoqué en moi la tempête d'émotions que je redoutais. J'ai ressenti de la tristesse, un léger regret, mais rien de plus. Peut-être que cela indiquait que j'avais vraiment réussi à laisser le passé derrière moi. Aujourd'hui, assis dans mon bureau au-dessus de la cave à vin, qui s'est transformé au fil des ans en un véritable empire vinicole avec plusieurs succursales dans tout Bordeaux, je réfléchis souvent à la façon dont un seul acte peut changer toute une vie. L'infidélité de Sophie et Henri a détruit mon monde, m'a forcé à revoir toutes mes valeurs et croyances. J'ai perdu ma femme et mon meilleur ami, mais j'ai gagné autre chose, une compréhension profonde de moi-même, de mes forces et de mes faiblesses. Beaucoup m'ont dit que j'aurais dû pardonner à Sophie avant sa mort, que cela aurait été un acte noble. Mais j'ai compris que le pardon ne peut pas être forcé. Il doit venir naturellement, du fond du cœur. Et je n'étais pas prêt pour cela à l'époque et, pour être honnête, je ne suis pas sûr de l'être maintenant. Ma décision de ne pas pardonner à Sophie n'était pas motivée par un désir de vengeance ou par la méchanceté. C'était un acte d'auto-préservation, une façon de me protéger d'une nouvelle douleur. Je ne suis pas fier de cette décision, mais je n'en ai pas honte non plus. C'était la seule option possible pour moi à ce moment-là. Maintenant, en regardant en arrière, je comprends que cette histoire m'a beaucoup appris.
J'ai appris à valoriser l'honnêteté par-dessus tout, dans les relations, dans les affaires, dans la vie. Je suis devenu plus prudent dans le choix des personnes à qui je fais confiance, mais en même temps, je ne me suis pas complètement fermé au monde. Je ne me suis pas remarié. Peut-être que la peur d'une nouvelle trahison est encore trop forte. Mais j'ai appris à trouver de la joie dans d'autres aspects de la vie, dans le travail, les voyages, les conversations avec mes neveux qui me rendent souvent visite. Parfois, je me demande, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pardonné à Sophie? Aurais-je trouvé en moi la force de tout recommencer? Ou cela n'aurait-il engendré que de nouvelles souffrances? Je ne connaîtrai jamais la réponse à ces questions, et c'est probablement mieux ainsi. La vie m'a appris qu'il n'y a pas de solutions universelles, pas de bons ou de mauvais actes dans de telles situations. Chaque personne doit décider elle-même comment agir, en se basant sur ses sentiments et ses convictions. Je ne sais pas si je pourrai un jour me débarrasser complètement de l'amertume de la trahison. Mais je sais que cette histoire a fait de moi ce que je suis maintenant. Et malgré toute la douleur et la déception, je suis reconnaissant pour cette expérience. Elle m'a appris à apprécier le présent, à ne pas s'accrocher au passé et à regarder l'avenir avec espoir. Peut-être qu'un jour je pourrai pardonner à Sophie et Henri. Mais même si cela n'arrive pas, je sais que je pourrai continuer à vivre, en restant fidèle à moi-même et à mes principes. Et c'est en cela, je pense, que réside la véritable force de l'esprit humain, la capacité d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive.